sur toute, si vous voulez, sur la tectonique discontinue, ou bien la tectonique cassante, c'est-à-dire le domaine de la déformation discontinue. Dans cette deuxième moitié donc, du semestre, on va voir tout ce qui porte sur la tectonique ductile, c'est-à-dire le domaine de la déformation continue. Alors, vous arrivez à voir ce que j'ai partagé? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, d'accord. Donc, je vais lancer l'enregistrement de la séance. Puis, on commence. Bien, donc, comme je viens de l'expliquer, aujourd'hui, donc, on va commencer la deuxième moitié du semestre du cours tectonique. Dans cette deuxième moitié, on va voir la déformation continue, ou bien ce qu'on peut appeler également le domaine de la tectonique ductile. Bien sûr, après, vous aurez également quelques séances, comme je vous ai dit dès le début donc, du semestre. Vous allez voir quelques séances sur la tectonique des plaques. Cela, donc, vous allez voir avec un autre enseignant. C'est-à-dire ces séances de tectonique des plaques qui vont donc clôturer donc, les enseignements du cours de la tectonique du BCG S4. Alors, comme vous voyez ici, alors comme le titre l'indique, le titre du chapitre 4, déformation continue, tectonique ductile. Donc, il s'agit là d'une déformation qui concerne des structures à caractère ductile. En quelque sorte, caractère ductile, c'est-à-dire caractère souple, si vous voulez. Souple. Alors, ces structures peuvent être, par exemple, des plis que vous avez déjà vus peut-être pour certains au moins, certains groupes. Ils ont vu ça en TP. La schistosité, par exemple, la foliation aussi, etc. Alors, ces structures se développent dans des conditions, généralement, ils se développent dans des conditions de pression et température élevées, c'est-à-dire dans des zones relativement profondes. Et, au contraire, pour tout ce qui est structure cassante, qu'on a déjà vu dans la première moitié du semestre, ces structures cassantes-là n'exigent pas, si vous voulez, des conditions de pression et température élevées, et par conséquent, donc, ils peuvent se former uniquement à la surface de l'écorce terrestre, par exemple. Ici, non. Pour les structures à caractère ductile, ils nécessitent des pressions et des températures élevées, c'est-à-dire ils se forment dans des zones relativement profondes au niveau de l'écorce terrestre. Parfois même, les pressions et températures, bien sûr, peuvent arriver jusqu'au métamorphisme, c'est-à-dire jusqu'aux pressions et températures du métamorphisme, c'est-à-dire les déformations métamorphiques. Et bien sûr, donc, il nécessite un matériel ductile, un matériel souple pour se former. Voilà, si vous voulez, qu'est-ce qu'on désigne par une déformation continue et le domaine de la tectonique ductile. Alors, prenons par exemple ici
des couches ici. À l'état initial, comme vous voyez, les couches ici sont horizontales. Vous avez une couche, la deuxième couche en haut. C'est-à-dire l'état initial, c'est comme si l'état de sédimentation, si vous voulez, dans un bassin sédimentaire, avec ici la couche C1, c'est la couche la plus ancienne parce que se trouve en bas, bien sûr, donc c'est la couche la plus ancienne. Puis la couche C2, c'est la couche récente. Récente par rapport à la couche C1. Donc ça, c'est l'état initial, c'est-à-dire avant de subir aucune déformation. Donc les couches sont horizontales et ne sont pas déformées. Quand on exerce une contrainte, ici par exemple une contrainte qui est par les flèches, c'est une contrainte, si vous voulez, convergente. C'est comme si donc on exerce une compression de chaque côté. Alors les couches ici, ils vont se déformer. Ils vont se déformer, ils vont donner deux cas de figure. Ils vont donner cette figure-là. Ils vont donc donner des plis, ce qu'on appelle des plis. Regardez, les couches, ils sont tordus, si vous voulez, sont plissés. Et peut nous donner également ce cas de figure. Alors, la différence entre les deux figures ici, c'est que donc on a un pli ici convexe vers le haut, comme ça. Ici, un autre pli concave vers le haut. Donc ici, c'est convexe vers le haut, comme ça, convexe vers le haut. Ici, concave vers le haut. Concave, ça veut dire comme ça. Convexe, ça veut dire comme ça. Alors, ces deux structures-là, c'est tout simplement ce qu'on appelle si anticlinale ou bien une forme antiphore, ici synclinale ou bien forme symphore. Alors, la différence, c'est ce que je viens de dire. Ici, c'est une structure convexe vers le haut. Ici, c'est une structure concave vers le haut. Alors, ici, il faut faire aussi attention à l'âge des terrains. C'est pourquoi ici, dès le début, je vous ai dit que C1 est la plus ancienne, c'est-à-dire la couche la plus ancienne, C2, la couche la plus récente. Alors, l'âge, c'est-à-dire il faut faire attention à l'ordre stratigraphique des terrains. Ici, l'ordre, il est, si vous voulez, normal. C1 en bas, C2 en haut. Donc, on a gardé le même ordre chronostratigraphique des terrains. La même chose ici. Regardez C1, C2, pas de problème. C1, C2. Donc, on n'a pas, c'est-à-dire les couches ne sont pas à l'envers. Ils ont gardé leur ordre chronostratigraphique normal, un ordre normal. Parfois, il faut faire attention, les couches peuvent être à l'envers. Alors, dans ce cas-là, il faut faire attention pour dire est-ce qu'il s'agit d'un anticlinal, d'un synclinal, ou bien d'une forme symforme, ou bien d'une forme antiforme. Alors, en général, pour décrire ces formes-là, pour dire qu'il s'agit d'un anticlinal ou bien d'un synclinal, il faut toujours faire attention, comme je viens de l'expliquer, à l'âge des terrains. Généralement, c'est ce qu'on va voir dans les diapos suivantes, généralement pour les formes anticlinales, pour un anticlinal, le cœur de l'anticlinal est occupé par des terrains anciens, tandis qu'ici, le cœur de la forme
ou bien du synclinal est occupé par des terrains récents. Ça, on va le voir par la suite. Ici, vous avez donc des exemples donc, de déformation qu'on obtient après donc, compression, si vous voulez, de ces couches-là. Mais en général, il faut faire attention, en général, les choses ne vont pas rester comme ça. Hein. Il va y avoir l'érosion. Il va y avoir l'érosion. Ici, on a l'érosion, par exemple, ici, qui érode tout ça. Donc, l'érosion donc, peut éliminer tout ça et faire apparaître, par exemple, C1 au cœur, ici, de l'anticlinal. Ici, même si on a l'érosion, on va avoir toujours, si vous voulez, la couche la plus récente qui occupe le cœur de la forme de la forme synclinale, si vous voulez, ou bien du synclinal. On a donc deux formes principales qu'on obtient après donc ce qu'on appelle compression. Alors, on va voir maintenant ces structures plissées, ou bien ce qu'on appelle les plis. Définition. Alors, les plis sont des structures formées par la déformation souple, par flexion ou bien par torsion. Une flexion ou bien torsion des roches. Bien sûr, elles sont la manifestation la plus spectaculaire de la déformation ductile. Ces plis-là, ces structures plissées, sont donc la manifestation la plus spectaculaire de la déformation ductile. Sur cette photo, vous avez des roches, des couches plissées qui forment donc des structures et qui forment donc des structures sous forme d'ondulations, des ondulations. Ces ondulations, on leur attribue donc, comme je viens de l'expliquer, les noms d'anticlinal et de synclinal. L'anticlinal présente un cœur ancien, on voit ici en rouge. Ici, ce sont donc des structures anticlinales, présentent toujours un cœur ancien, ici, tandis que le synclinal présente toujours un cœur récent. Couche ici la plus récente. Ici, au niveau de l'anticlinal, le cœur ici présente des terrains anciens. Donc, ce qu'on appelle anticlinal, synclinal. Alors, cette distinction selon l'âge des terrains, c'est-à-dire du structure anticlinale et synclinale, est très intéressante, et surtout en carte géologique, c'est-à-dire surtout quand vous allez faire des coupes dans des structures plissées sur des cartes géologiques. Donc, c'est facile. Il suffit donc de regarder le cœur de la structure. S'il est ancien, c'est-à-dire s'il est occupé par des terrains anciens par rapport au terrain qui les borde, on parle donc d'une structure anticlinale. Si le terrain central est bordé par des terrains anciens, on parle donc d'une structure synclinale. On va le voir par la suite également. Donc ici, sur ce bloc diagramme. Alors, sur ce bloc diagramme, vous avez la structure en coupe, ici, et vous avez la structure vue du haut en relief ici. C'est-à-dire qu'on peut assimiler donc à une carte ici, carte géologique. Mais c'est déjà donc, c'est des reliefs, c'est des reliefs. Alors, regardez cette succession d'ondulations. Ondulation, vous avez ici anticlinal, synclinal, anticlinal, synclinal, etc. Alors, généralement, il s'agit d'alternance. D'alternance de structure anticlinale, synclinale, synclinale, etc. Alors, comme je viens de l'expliquer, regardez donc ces structures anticlinales.
le cœur, c'est-à-dire le centre ici, la structure ici, toutes ces collines-là. Alors, je vais attribuer des chiffres pour indiquer l'âge des terrains. Là, par exemple, donc 1, c'est le terrain le plus ancien ici, parce que ce sont des terrains qui se trouvent en bas, suivi de 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le terrain 6, c'est le terrain le plus récent dans la région. On le trouve ici, on le trouve ici, on le trouve ici. Regardez ces petites collines ici. On le trouve également ici. Donc, le terrain le plus récent. Alors, si je regarde par exemple ces structures anticlinales, le cœur de la structure est formé par ici, hein, c'est-à-dire à ce stade-là, le cœur est formé par le terrain 4. Le terrain 4. Alors, le terrain 4 est bordé de part et d'autre par le terrain 5 et le terrain 6. C'est-à-dire le terrain 4 est plus ancien que 5 et 6, que 5 et 6. La même chose ici. Au niveau de l'anticlinal, ici, la même chose. Donc, le cœur est formé par le terrain 4. Mais si je regarde les formes synclinales, ou bien la structure synclinale, regardez ici. Ici, on n'a pas, sur la coupe géologique ici, notre coupe passe. Et si vous voulez, on n'a pas, c'est-à-dire le terrain 6 n'est pas très bien représenté, mais il existe, hein, il existe parce qu'on trouve, on le voit ici, ces petites collines-là, donc le terrain 6 existe également ici. Donc ici, le cœur de la structure est occupé par le terrain 6, comme ici, regardez, ici c'est la même chose. Vous avez ici le terrain 6 qui affleure ici, terrain 6. Alors, le cœur de la structure ici est occupé par le terrain 6, c'est-à-dire le terrain le plus récent. Alors, 6 ici est bordé par 4, par 5 et par 4. Donc, 4, 5, 6. 5, 4. Donc là, il s'agit également d'un synclinal. Alors, pour vous montrer que, généralement, donc, l'anticlinal, dans une structure anticlinale, le cœur de la structure est occupé par des terrains anciens. Ce terrain ancien du cœur de la structure est bordé par des terrains récents, comme ce que vous avez ici, par exemple. Vous avez le terrain 4 qui occupe le cœur de la structure. Ce terrain 4 est bordé de part et d'autre du terrain 5, bien du terrain 6 si vous voulez, 5 et 6. Alors, voilà ici ce que vous allez voir sur la carte. Vous allez voir des bandes parallèles en général. C'est une succession de bandes. Si on refait tout ça, on va voir donc une succession de bandes qui se répètent, hein, généralement. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, il faut penser donc à une structure plissée. C'est-à-dire que si vous avez une carte dans une région donnée avec des bandes qui se répètent comme ça, donc toujours il faut penser à une structure plissée. Et pour déterminer est-ce qu'il s'agit d'anticlinal ou bien de synclinal, il suffit d'examiner le cœur de la structure. Le cœur, c'est ce qu'on va appeler la charnière. Tout à l'heure, on va voir les éléments géométriques du pli. Ce cœur ici, c'est ce qu'on va appeler la charnière du pli. Ce cœur, comme ça, hein, c'est la charnière. Alors, vous examinez le terrain qui occupe le cœur de la structure. Si ce terrain central est bordé de terrains récents, automatiquement, vous pensez à une structure anticlinale, à un anticlinal, une structure convexe vers le haut. Si, au contraire, le terrain central est bordé par des terrains anciens, par exemple, ici, je vais prendre par exemple 6, bordé de 5, 5, 4, 4, alors là, vous pensez à une structure synclinale, c'est-à-dire une structure concave vers le haut, ici une structure convexe vers le haut, comme j'ai expliqué tout à l'heure.
Bien, alors ça, c'est un autre type, si vous voulez, de pli. C'est un anticlinal, mais un exemple, ou bien un autre type d'anticlinal, si vous voulez. On va parler de ça après. Donc, c'est comme si vous avez une faille ici. Hein. Comme si vous avez une faille qui affecte un des flancs de la structure. Donc là, vous avez overturn limb, c'est-à-dire le limb, c'est le flanc. On va voir ça tout à l'heure. Le flanc inverse ici. Ici, c'est le flanc normal. Mais le détail, on va le voir par la suite. Alors, voilà ce que je viens d'expliquer. Alors, ici, vous avez une structure anticlinale. Oh, ici. Pour arbitrairement, donc pour avoir une idée sur la succession des couches, j'ai attribué donc ces notations et ces chiffres pour vous indiquer, si vous voulez, la couche la plus ancienne, la couche la plus récente ici, par exemple. C'est-à-dire la couche la plus en bas ici, c'est C1, C2, C3, etc., jusqu'à C6, c'est la couche la plus récente. Alors, regardez donc ce pli. Donc, il s'agit là d'une structure anticlinale. Et comme je viens de l'expliquer, le cœur de la structure, ici c'est en coupe, ici sur la carte si vous voulez. Sur la carte, vous avez donc la succession de bandes. Donc, automatiquement, comme je dis, quand vous avez une succession de bandes, il faut penser à des structures plissées. J'examine ici le cœur de la structure. Regardez, le cœur de la structure, c'est C2 ici. C2, parce que regardez, on a C4, C3, C2, puis de nouveau C3, C4. Donc ici, quand vous avez donc répétition de couches, il faut faire attention, donc vous êtes sur une charnière ou bien sur le cœur d'une structure plissée. Sur la carte, hein, on ne sait pas est-ce qu'il s'agit d'anticlinal ou bien de synclinal. Pour trancher, il faut examiner l'âge du terrain central ici. Ici, c'est C2. C2 bordé C3 et C3 ici. Donc, c'est un terrain ancien bordé de terrain récent. Automatiquement, c'est un anticlinal. Pour la structure d'en bas, la même chose. J'attribue donc une notation pour indiquer l'âge du terrain. C'est schématique ou bien c'est arbitraire ce que je fais. Alors, sur la carte, par exemple, ici, si je regarde, j'ai C2, C3, C4, C5, C4, C3. Vous avez C4, C5, C4, de nouveau. Donc ici, C5 correspond donc au cœur d'une structure plissée. Est-ce que c'est anticlinal ou bien synclinal? C5 est récent par rapport à C4, C4, C3, C3. Donc ici, automatiquement, il s'agit d'une structure synclinale. C'est facile à déterminer. Alors, des exemples ici, c'est la même chose. Hein. Donc, ici, vous avez des blocs diagrammes qui montrent un anticlinal ici et un synclinal ici. Donc, ici, bloc diagramme. Donc, ici, vous avez la carte vue sur le plan. Ici, vous avez la coupe. Donc, ici, c'est la coupe géologique, comme les coupes que vous faites en TP. Ici, c'est coupe. Ici, c'est la carte, par exemple. Carte géologique. Regardez, succession de bandes, donc plissement. La même chose ici, succession de bandes, donc vous êtes sur une structure plissée. Et si vous voulez des dessins de terrain, si vous voulez ici, alors ici, la même chose, regardez, donc c'est comme la carte ici, ici c'est la coupe et carte, coupe et carte. Donc, si je regarde, donc il faut connaître toujours l'âge des terrains. Hein. L'âge des terrains, par exemple, ici, j'ai ce terrain. Regardez, le terrain le plus ancien, il est là. Il apparaît ici, au centre. Il se trouve donc au bas. Et puisque vous avez le terrain ancien au centre, donc automatiquement, il faut penser à une structure anticlinale. Ici, c'est le contraire.
C'est au contraire. Même ici, regardez ici, même si la topographie également, si vous voulez, épouse la forme des terrains. Parce qu'ici, vous avez une colline, un synclinal, un anticlinal. Ici, vous avez un synclinal, une cuvette. Une cuvette. Donc, la topographie et la géologie sont parallèles, si vous voulez, ou bien reflètent la même chose. La même chose. Donc, cuvette, synclinal, anticlinal, colline ici. Donc, toujours le terrain, ici, c'est le terrain récent, ici, c'est le terrain ancien. Et parfois, si vous avez la chance d'avoir les signes de pondage, regardez les signes de pondage ici, regardez les signes de pondage, par exemple. La même chose ici, hein. Ici, par exemple, ici. C'est-à-dire, à chaque fois, quand vous avez des signes de pondage comme ça, c'est-à-dire à sens opposé, par exemple, un signe comme ça, un autre signe comme ça, le sens du pondage opposé comme ça. Ici, donc, il faut penser à des couches qui vont ponder comme ça, et de l'autre côté, les couches qui vont ponder comme ça. Par conséquent, vous allez voir donc une structure plissée comme ça, par exemple, c'est-à-dire un anticlinal. Anticlinal. Au contraire, quand il s'agit d'un synclinal, si vous avez de la chance sur la carte, vous allez voir, si vous avez des signes de pondage comme ça, dans ce cas-là, il faut penser à des couches qui vont être pontées de ce côté comme ça et de ce côté comme ça. C'est-à-dire des couches qui vont faire ça. Donc vous êtes dans une structure synclinale. Donc toujours il faut faire attention à ces critères-là, à ces caractéristiques-là, mais si vous avez des signes de pondage, il faut absolument les respecter. Respecter donc le dessin des couches en tenant compte de ces signes de pondage. Et il faut savoir une chose, hein, quand vous avez une succession de bandes comme ça sur la carte, comme j'ai dit, donc il faut penser à une structure plissée, mais pour les structures plissées, également, il faut faire attention parce qu'on peut avoir à chaque fois des changements de pendage, valeur et sens. Parce que pour faire des ondulations, il faut automatiquement à chaque fois changer donc, de pendage comme ça. Des ondulations comme ça, hein, donc il faut changer à chaque fois de pendage. C'est mal dessiné ce que j'ai fait, hein. Très mal dessiné, il ne faut pas en tenir compte. Donc voilà, donc ici par exemple, là, il faut à chaque fois faire attention, vous allez avoir des changements de pendage très, 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 très abondants, très abondants. Changement de pendage, valeur et sens, hein. Valeur et sens dans les structures plissées. Voici donc, d'une manière générale, ce qu'on appelle donc des plis ou bien le mécanisme donc, de plissement. Alors maintenant, on va voir un petit peu les éléments géométriques d'un pli. Les éléments géométriques d'un pli, ici, il faut ajouter un S, un élément géométrique. Ajouter un S, les éléments géométriques d'un pli, c'est-à-dire les éléments qui forment un pli. C'est-à-dire la légende, si vous voulez, d'une structure plissée. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme élément qui forme un pli? Alors ici, vous avez un pli, et là également, donc, vous avez une structure plissée en bloc diagramme, si vous voulez. Mais les deux, c'est presque la même chose. Alors, quels sont les éléments géométriques d'un pli? Donc, vous avez le premier élément, c'est ce qu'on appelle la charnière ici. La charnière, c'est ça. C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, etc. Alors, la charnière, tout simplement, c'est la zone de courbure maximale des couches qui forment un pli. La zone de courbure maximale pour chaque couche. Ici, vous avez une seule couche. Donc, la charnière ici de cette couche-là, c'est cette zone-là.
la zone de courbure maximale, c'est-à-dire cette zone-là, ce qu'on appelle la charnière du pli. Regardez, c'est ça, tout ça. La zone de courbure maximale, là où il y a la courbure maximale du pli. C'est la charnière. Bien sûr, on ne peut pas confondre avec la crête. La crête est bien le creux. La crête, tout simplement, c'est la zone la plus élevée, si vous voulez, au niveau d'un pli. La zone la plus élevée. Le creux, c'est la zone la plus, comme vous voyez ici, vous l'avez. Donc, le creux ici, c'est la zone la plus profonde, ou bien la plus basse au niveau d'une structure pli. Ici, la crête, c'est la zone la plus, c'est le niveau le plus élevé, si vous voulez. Ici, c'est la crête, le relief le plus élevé dans cette structure anticlinale. Mais la charnière, c'est la zone de courbure maximale. Peut-être en bas de la crête en général, bien sûr. Voilà donc ce qu'on appelle la charnière et ce qu'on appelle le cœur du synclinal, le cœur de la structure. Peut-être synclinal ou bien anticlinal. Le cœur, la partie centrale. La charnière, on la trouve toujours dans la partie centrale de la structure. Partie centrale, le cœur, la charnière. Voilà donc le premier élément. Alors ici, donc comme vous voyez, vous avez deux structures là. Vous avez une structure synforme ici, c'est-à-dire synclinale. Vous avez une structure antiforme, l'anticlinale ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les structures précises toujours s'alternent. Anticlinale, synclinale, ou bien antiforme, synforme, etc. Voilà donc la charnière et l'axe du pli maintenant. Alors, l'axe du pli, c'est ce que vous avez ici. L'axe du pli, c'est tout simplement la droite qui passe par les points de la charnière sur la même couche. C'est cette droite rouge. C'est ce qu'on appelle l'axe du pli. L'axe du pli peut sortir comme ça. Hein. L'axe du pli, comme ça. Donc, c'est la droite qui passe par les points de la charnière sur la même couche. Donc, on choisit une seule couche et on peut donc déterminer l'axe du pli sur une seule couche. Donc, l'ensemble des points qui passent par la charnière forment l'axe du pli. Vous avez les flancs maintenant. Les flancs d'un pli. Donc, un pli présente deux flancs. Il s'agit de l'ensemble des couches de part et d'autre de la charnière, ou bien de l'axe, c'est-à-dire ici. Ici, vous avez un flanc. Et ici, vous avez un autre flanc. Deux flancs. Cette surface-là, toute cette surface-là forme le flanc du pli. Toute cette surface-là également forme le flanc de cet anticlinal. Donc, c'est l'ensemble des couches de part et d'autre de la charnière. Vous avez la charnière ici, vous avez cette surface-là forme un flanc, cette surface-là forme un flanc. Vous avez également ce qu'on appelle la surface axiale ou bien le plan axial. Alors, la surface axiale ou bien le plan axial, c'est tout simplement le plan qui porte l'axe et passe par les charnières des différentes couches. Donc, imaginez plusieurs couches ici, avec des charnières et avec des axes, l'axe du pli, toujours avec l'axe du pli. Alors, si on dessine un plan qui porte l'axe et passe par les charnières, je vais dessiner un plan comme ça. Je vais dessiner un plan comme ça, par exemple. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Alors, regardez ce plan-là. Ce que je viens de dessiner, c'est-à-dire tout ce plan-là, c'est ce qu'on appelle le plan
axiale, ou bien la surface axiale. Pardon, ici, c'est mal dessiné. Hein. Parce que ici, regardez, l'axe du pli est comme ça. Si je dessine un autre axe, il va être comme ça. Notre axe ici, notre axe ici, notre axe ici, etc., etc. Alors, si je dessine le plan axial, normalement, il faut qu'il passe par ces points-là. Il fait ça, et ça. Donc, il est incliné vers, c'est-à-dire le plan axial, il est incliné vers ce sens-là, et non pas vers l'autre sens. Donc, ce plan-là, il est mal dessiné. Mais vous pouvez voir ça sur cette figure, en bloc diagramme. Regardez ici, donc, sur cette figure-là, donc, vous avez un synclinal ici, anticlinal et synclinal de l'autre côté. Alors, regardez le plan axial. Le plan axial, c'est ça, ou bien la surface axiale. C'est le plan en bleu. Vous avez l'axe ici en rouge. Donc, comme on a dit, le plan qui porte l'axe et passe par les charnières des différentes couches, c'est ça. Regardez donc les charnières des différentes couches et les axes. Regardez l'axe du pli ici, il est là. L'axe du pli également ici, il est là. Donc, le plan qui passe par les charnières et porte donc l'axe du pli, c'est ce plan-là, en bleu. C'est ce qu'on appelle donc le plan axial. Il peut être vertical, il peut être incliné, donc il peut prendre plusieurs positions, si vous voulez. C'est-à-dire il peut avoir un pondage, différentes valeurs de pondage. Vous avez également les surfaces, bien ce qu'on appelle les points d'inflexion. Les points d'inflexion, c'est tout simplement lieu de changement de courbure, si vous voulez, des flancs, c'est-à-dire lieu de changement de concavité. Autrement dit, c'est la limite entre synclinal et anticlinal. Alors ces points-là, par exemple, ici vous avez un point, ici, et vous avez un autre point ici. C'est ce qu'on appelle les points d'inflexion. Bien sûr, à travers ces points-là, on peut dessiner, si vous voulez, ou bien on peut tracer des lignes, une ligne d'inflexion sur toute la surface, sur tout le flanc du pli. On peut tracer donc une ligne qui s'appelle la ligne d'inflexion. C'est une ligne qui passe par les points d'inflexion. Vous avez une ligne d'inflexion ici, vous avez une autre ligne d'inflexion ici. Ces lignes-là donc séparent, si vous voulez, la structure anticlinale de la structure synclinale. Parce qu'ici, de ce côté-là, il faut penser, vous allez voir une structure synclinale comme ça, comme celle-là. La structure s'inclinale également, avec sa charnière, avec son axe, etc. Et avec le creux. La structure synclinale présente le creux au lieu de la crête. Alors, bien sûr, si on imagine donc un plan qui passe par ces surfaces, ou bien par ces lignes d'inflexion, on peut donc tracer ce qu'on appelle la surface d'inflexion. C'est ce que vous avez sur cette figure-là, en vert. La surface d'inflexion, comme le plan axial qu'on a vu tout à l'heure, ou bien la surface axiale du pli. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout donc, le plan axial. Pour la surface d'inflexion, donc pour nous, n'a pas d'importance. Mais quand même, il faut savoir qu'on peut tracer également, bien dessiner, si vous voulez, la surface d'inflexion également, comme on a dessiné donc le plan axial. La surface d'inflexion passe par les lignes d'inflexion. Et les lignes d'inflexion, comme j'ai dit, en quelque sorte, c'est le lieu de changement de la courbure des flancs, c'est-à-dire forme donc les limites entre les formes synclinales et les formes anticlinales. Voilà grosso modo donc les éléments qui forment un pli, c'est-à-dire les éléments géométriques d'un pli. Savoir la charnière, l'axe du pli, les flancs, le plan axial ou bien surface axiale, les éléments les plus importants.
Alors maintenant, on va essayer de voir un peu les différents types de plis, ou bien ce qu'on appelle la classification des plis, ou bien la classification géométrique des plis. Bien sûr, cette classification-là, en général, elle est basée sur la position, l'orientation et la forme des éléments géométriques du pli, c'est-à-dire des éléments qu'on vient de voir. Donc, pour donner les différents types de plis, il faut voir la position, l'orientation et la forme de l'axe, par exemple, du pli, du plan axial, de la forme de la charnière, de ce qu'on appelle également l'angle d'ouverture, la symétrie des flancs, etc. Donc, la classification géométrique des plis se base donc sur ces positions, bien ces orientations dans l'espace, donc les éléments géométriques du pli. Prenons par exemple l'angle, si vous voulez, d'un pli, c'est-à-dire l'angle d'ouverture, ça, l'angle d'ouverture, l'angle d'un pli, ou bien l'angle, c'est marqué ici, l'angle d'ouverture d'un pli. Alors, l'angle d'ouverture d'un pli est défini par l'angle des tangentes à la surface plissée au point d'inflexion, ici. Regardez ici, donc ici on a schématisé le profil d'un pli. Ça, c'est le profil, ce qu'on appelle le profil d'un pli, c'est-à-dire une coupe dans un pli. C'est-à-dire on n'a pas dessiné ici le pli en perspective, on a juste dessiné le profil du pli, c'est-à-dire une coupe dans un pli. Et ici, vous avez la structure synclinale, bien le synclinal, ici c'est l'anticlinal, ici c'est le synclinal. Alors, l'angle d'ouverture est défini par l'angle des tangentes à la surface plissée au point d'inflexion. Donc, vous avez les points d'inflexion comme je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez le premier point ici, le deuxième point ici. Donc, pour chaque structure plissée, vous avez deux points d'inflexion. Un sur un flanc et un autre sur un autre flanc. Donc, comme j'ai dit, donc l'angle d'ouverture, c'est l'angle des tangentes à la surface plissée au point d'inflexion. Donc, je trace les tangentes à la surface plissée ici, la première tangente par exemple ici, la deuxième ici. Ces tangentes-là forment un angle ici, l'angle I1, I2, ici. C'est ce qu'on appelle donc l'angle d'ouverture du pli. Alors, selon la valeur de cet angle, on peut définir ce qu'on appelle un pli modéré, un pli ouvert, un pli fermé, un pli serré, un pli isoclinal. Donc, tous ces types de plis-là, ils peuvent, ces formes, si vous voulez, de plis, peuvent concerner aussi bien les structures anticlinales et les structures synclinales. Alors, à côté ici, en B, vous avez ces formes de plis, ou bien ces formes d'angle d'ouverture, si vous voulez, avec des valeurs. Avec des valeurs. Alors, regardez, quand la valeur de l'angle ici, il est comprise entre 180 et 120 degrés, c'est ici, ce niveau-là, on parle d'un pli modéré, c'est-à-dire un angle d'ouverture modéré, qui n'est pas, si vous voulez, très important. Alors, regardez ici, 180 degrés, regardez ici, il n'y a pas d'angle. Il n'y a pas d'angle ici. C'est-à-dire, il n'y a pas de pli. Vous avez une structure plate ici. Plate, une forme plate. Donc, pas de plissement. Après, regardez l'ouverture, bien l'ouverture de l'angle ici, par exemple, entre 120 et 70 degrés, on parle d'un angle ouvert, ou bien d'un angle d'ouverture ouvert, ou bien un pli ouvert ici.
Et quand la valeur de l'angle est comprise entre 70 et 30 degrés, on parle d'un pli fermé. Ici, pli fermé. Quand la valeur entre 30 et 0 degrés, on parle d'un pli serré. Un pli serré. Quand les deux flancs, regardez ici, les deux flancs ne présentent pas d'angle entre eux. C'est-à-dire l'angle d'ouverture est proche de 0, bien égal à 0. 0 degré. Alors, dans ce cas-là, on parle d'un pli isoclinal. Pli isoclinal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les deux flancs sont parallèles. Ici, donc on ne peut pas mesurer d'angle d'ouverture. Pas d'ouverture, pas ouvert, le pli n'est pas ouvert. Donc, les flancs sont parallèles. On parle donc d'un pli isoclinal. Voilà donc quand on utilise, si vous voulez, l'angle d'ouverture comme critère de distinction des différents types de plis, l'angle d'ouverture. Alors, comme je viens de le dire, donc on peut utiliser tous les éléments géométriques, si vous voulez, qui forment un pli pour déterminer différents types de plis. Donc ici, la classification, si vous voulez, géométrique des plis, peut se baser sur n'importe quel type d'éléments qui forment donc le pli. Alors ici, je vous ai donné l'exemple d'une classification des plis en se basant sur l'angle d'ouverture. Mais on peut également utiliser une classification en se basant sur l'axe, c'est-à-dire la position, l'orientation de l'axe. On peut également utiliser une classification en se basant sur la forme. Ici, c'est marqué la forme de la charnière, par exemple, etc. Mais nous, dans ce cours-là, on va se limiter à une classification basée sur l'angle d'ouverture et à une classification basée sur le degré de déversement. Alors, dans ce degré de déversement, on va essayer d'examiner les différents types de plis en fonction du pondage du plan axial et en fonction du pondage des flancs. C'est ce qu'on appelle le degré de déversement des plis. Degré de déversement des plis. Alors, si je regarde, par exemple, ici, vous avez donc les différents types de plis, comme je dis, donc j'ai dessiné ici uniquement le profil du pli, profil. Alors ici, regardez le pondage du plan axial, ou bien de la surface axiale. Le plan axial, c'est ce qui est marqué ici en tiret rouge, plan axial ici. Alors, le pondage du plan axial, il peut être égal à 90 degrés, il peut être égal à 0, bien proche de 0, et il peut prendre des valeurs entre 0 et 90 degrés. Alors, quand le plan axial est vertical, c'est-à-dire présente un angle de 90 degrés, on parle d'un pli droit. Pli droit. Dans ce cas de pli, regardez le pondage des flancs. Pondage des flancs, ici marqué par le signe de pondage vert ici, il présente mes valeurs et sens opposés. Regardez, ce flanc, il est pointé vers ce sens, celui-là est pointé vers ce sens, mais avec les mêmes valeurs de alpha, c'est-à-dire la même valeur de pondage. Alors, regardez ici la structure plissée, elle est en quelque sorte symétrique. Elle est symétrique. Les plis droits sont symétriques. Présentent un plan de symétrie, c'est le plan axial, ou bien la surface axiale.
Ce qu'on trouve de ce côté-là, on le trouve de l'autre côté. Il s'agit d'une structure symétrique, pli droit. Alors, si je prends par exemple le cas où alpha égale à 0, c'est-à-dire le plan axial est horizontal. Regardez le plan axial ici, il est horizontal, il n'est pas vertical comme ici. Horizontal. Le pondage des flancs, regardez, vous avez un signe plus ici, ça veut dire que le pondage des flancs est égal à 0 également. C'est-à-dire vous avez des flancs horizontaux. Le flanc, ce flanc horizontal, ce flanc horizontal. Donc on parle ici d'un pli couché. Un pli couché. Ici, un pli droit. Alors, entre ces deux cas extrêmes, pli couché, pli droit, on peut avoir deux principaux types de plis. Deux principales formes de plis, si vous voulez. Alors, par exemple, je vais commencer par cet exemple. Regardez ici le plan axial. Le pondage du plan axial, il est compris entre 90 et 0 degrés. C'est un pondage incliné qui peut prendre différentes valeurs. Donc ici, on est dans ce cas-là, pondage du plan axial compris entre 0 et 90 degrés. Regardez maintenant le pondage des flancs. Les pondages des flancs présentent des sens opposés et des valeurs différentes. Vous avez, par exemple, ce flanc-là, les moins pontés, c'est-à-dire alpha ici, c'est-à-dire je peux mettre alpha 1, ici alpha 2, c'est-à-dire alpha du premier flanc et alpha du deuxième flanc. Alors ce qu'on remarque ici, c'est que alpha 1 est inférieur à alpha 2. On peut le voir ici, regardez, et c'est indiqué par le signe de pondage ici. Regardez la barre verticale de la lettre T. Elle est courte ici, ici elle est plus ou moins longue. Donc le pondage de ce flanc-là est plus important que le pondage de celui-là. C'est-à-dire ici, vous avez un flanc relativement redressé. C'est ce qu'on appelle donc un pli déjeté. Un pli déjeté. Alors, quand le pondage est très important, c'est-à-dire du flanc, deuxième flanc ici, comme vous voyez ici, on peut parler d'un pli en genou. En genou. Toujours des pondages dans des sens opposés et avec des valeurs différentes. Ici, la différence entre les valeurs de pondage est importante. Ici, le pondage est relativement moyen. Ici, le pondage est fort. Ici, les valeurs de pondage ne sont pas très inégales, si vous voulez. On parle donc d'un plan DGT. Mais quand les valeurs de pondage présentent une différence importante entre ce flanc-là et ce flanc-là, on peut parler d'un pli en genou. Le pondage de ce flanc-là peut évoluer et ramener, si vous voulez, ce flanc-là à, si vous voulez, avoir un pondage supérieur à 45 degrés. Alors, dans ce cas-là, regardez, vous avez un pli avec les pondages des flancs dans le même sens, mais des valeurs différentes. Regardez le sens de pondage, les deux sens de pondage sont dans ce sens-là. Alors ici, vous avez pondage des flancs
même sens et valeur différentes. Alors ici, on peut parler de ce qu'on appelle un flanc inverse. L'existence d'un flanc inverse, marqué ici. Donc à partir d'ici, quand vous allez voir même sens de pendage des deux flancs et les valeurs qui peuvent être différentes bien sûr, alors il faut penser à l'existence d'un flanc inverse. C'est-à-dire, dans ce pli-là, vous avez un flanc normal, c'est celui-là, et vous avez un flanc inverse, c'est celui-là. Pourquoi inverse? Parce que tout simplement ici, la succession des couches, il va être à l'envers. Et on va voir les couches. Si je prends ici, par exemple, la succession des couches, je vais avoir la couche la plus récente en bas et la couche la plus ancienne en haut. C'est-à-dire, ça, vous pouvez le voir également ici, et vous pouvez le voir également au niveau du pli couché. Donc ici, on parle d'un pli déversé. Dans ce cas-là, il s'agit d'un pli déversé. Quand vous avez présence d'un flanc normal, d'un flanc inverse, on parle d'un pli déversé avec un pendage, si vous voulez, du flanc inverse supérieur à 45 degrés. Mais quand le pendage du flanc inverse devient faible, c'est-à-dire inférieur à 45 degrés, dans ce cas-là, on parle d'un pli renversé. Pli renversé. Quand le pendage égale à 0, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais ici on parle du flanc inverse, mais pour les deux flancs ici, vous avez le flanc normal, pendage égal à 0, flanc inverse, pendage égal à 0. On parle donc d'un pli couché, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Alors, je reviens sur ce flanc inverse. Ce flanc inverse, bon, par exemple, vous avez ici un pli, par exemple, déversé. Voilà donc la succession des couches. Succession des couches, ici, par exemple. Alors ici, vous avez le flanc normal. Ici, vous avez le flanc inverse. Regardez la succession des couches. Si je prends ici 1, ici 2. La couche la plus ancienne, c'est 1. La couche la plus ancienne, c'est 2. Donc ici, la succession est normale. Pas gros, ancien, récent. Mais si je prends ici, par exemple, je prends ça, par exemple, je fais une coupe ici, par exemple. Alors ici, je vais avoir 2. Et ici, je vais avoir 1. Donc, on coupe, regardez, j'ai 2, 1, 2 en bas et 1 en haut. Ici, c'est mal dessiné, mais il faut essayer donc de comprendre. Donc, ici, c'est ancien, c'est récent et c'est ancien. C'est-à-dire, vous avez une succession comme ça. 2, 1, à l'envers. Couche récente, couche ancienne en haut. C'est pourquoi donc on parle d'un flanc inverse. Un flanc inverse, ici c'est très schématique et c'est bien dessiné, mais parfois il faut imaginer des structures très, très grandes, grande dimension, sur plusieurs kilomètres par exemple. Si vous avez un pli sur plusieurs kilomètres, il peut présenter donc ce flanc inverse dans lequel vous pouvez donc avoir clairement, vous pouvez voir clairement donc la structure inverse, la succession inverse des couches, c'est-à-dire plus anciens en haut, les couches plus anciennes en haut, les couches les plus récentes en bas. De toute façon, donc, c'est ce qu'on appelle donc l'existence d'un flanc inverse. Donc, quand on a l'apparition bien l'existence du flanc inverse, on peut parler donc de pli déversé, de pli renversé, de pli couché. Alors, au niveau du pli couché, c'est clair. Donc, on peut facilement voir cette succession inverse des couches. C'est-à-dire, par exemple, faire ça.
Voilà, par exemple, si on a la couche 1, la couche 2. Donc ici, c'est la succession normale. Ici, c'est le flanc normal, si vous voulez. Succession normale. Mais si je suis, donc cette succession-là, comme ça, ici, au niveau de ce flanc, regardez, 2 ici et 1 ici. Donc, j'ai 2 à la base et 1 au sommet. C'est renversé. La succession normale, c'est celle-là, de 1 à 2. 1 à 2, donc c'est normal, c'est bon. Couche la plus ancienne, couche la plus récente. Ici, non. Elle est anormale, la succession, elle est anormale. On a la couche la plus récente en bas et la couche la plus ancienne en haut, ce qui est anormal. C'est pourquoi on parle donc d'un flanc inverse. Vous avez donc le plan axial ici, il est comme ça. Il est également horizontal. Ici, le plan axial, il est comme ça. Il y a la surface axiale. Bien, voilà donc, si vous voulez, les différents types en fonction donc, du degré de déversement. Le degré de déversement. La même chose ici, sauf ici, je vous donne d'autres exemples, si vous voulez, de type, de pli, pardon. Alors, ça, on l'a vu, donc le pli droit. Le pli peut être parfois étiré. Étiré, regardez ici, c'est comme... donc ici, vous avez un étirement au niveau donc, du flanc inverse, ici. Si vous avez le flanc normal, le flanc inverse, étirement, regardez les couches ici, sont amincies, si vous voulez, par suite d'un étirement. Donc, le pli déjeté, on l'a déjà expliqué. On peut avoir un pli laminé, regardez le flanc inverse sous forme d'une lame, une seule lame. Peut-être à cause d'un accident ici, une faille, par exemple, présence d'une faille. Le pli en genou, le pli déversé, présence du flanc inverse, flanc normal, flanc inverse. Pli faille, parfois, le flanc inverse peut être affecté par une faille, c'est ce que vous avez ici. Donc un pli avec un flanc normal, un flanc inverse, mais le flanc inverse, il est failli. Il est affecté par une faille. C'est pourquoi on parle donc de pli-faille. Pli-faille. Le pli renversé, pli couché, ce qu'on vient donc de définir. On peut voir également, si vous voulez, un pli couché affecté par une faille, ça donne donc un chevauchement, si vous voulez, une faille avec un faible bondage. Mais ici, il faut faire attention. Regardez, j'ai mis ici un point d'interrogation ici, parce qu'il y a un problème ici au niveau des dessins des figurés. Alors, si je prends le flanc normal ici, par exemple, donc vous avez cette couche-là, c'est la couche la plus ancienne, suivie par celle-là, puis la couche en pointillé ici, c'est la couche la plus récente. La couche la plus récente. Alors, si je regarde au niveau, si vous voulez, du flanc, au niveau du flanc inverse, et normalement, il faut avoir ici, en haut, ici, le terrain le plus ancien. Pardon, le plus récent. Et en bas, le terrain le plus ancien. Donc ici, le dessin défiguré, il n'est pas correct. Il n'est pas correct ici. C'est-à-dire ce terrain-là, c'est celui-là normalement, en pointillé, suivi par les traits noirs et la couleur verte. Puis celui-là, on va le trouver ici à la place, si vous voulez, du terrain, ici en pointillé.
Donc, il faut faire attention à chaque fois quand vous mettez des figurés. Il faut faire attention à l'âge des terrains. Ça, d'une part. D'autre part, bien sûr, comme je vous ai expliqué, il faut bien dessiner les figurés. Regardez si les figurés, regardez, les traits sont perpendiculaires aux limites de couche. Regardez, partout, regardez. Il faut qu'ils soient perpendiculaires aux limites de couche, ici. Si on vous donne des figurés parallèles comme ça, des tirets parallèles aux limites de couche, il faut qu'ils soient bien dessinés, parallèles aux limites de couche. C'est très important. Les figurés doivent être soit perpendiculaires ou bien parallèles aux limites de couche. Sauf si on vous donne des figurés, par exemple, qui sont obliques par rapport aux limites de couche. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, c'est perpendiculaire. Il ne faut pas dessiner quelque chose qui fait ça, par exemple. Oblique, non. Toujours perpendiculaire. Ou bien comme ça. Non. Toujours perpendiculaire. Si vous avez des figures, ça dépend de ce que vous avez au niveau de la légende, bien sûr. Au niveau de la légende, on vous donne une légende, il faut la respecter. Voici donc ces structures plissées sur des cartes. Ça, je pense que vous avez vu ça en TP, au moins, comme j'ai dit, pour certains groupes. Regardez ici la succession des bandes, des couleurs, des couleurs, des couleurs, des couleurs. Donc, quand vous avez des successions comme ça, des terrains qui se répètent comme ça, donc il faut penser à une structure plissée. Et il faut chercher également les signes de pendage. Par exemple, ici, regardez le signe de pendage, donc c'est très bien. Donc ici, j'ai un signe de pendage, j'ai un autre ici, regardez, j'ai un autre ici. Alors ici, des signes de pendage comme ça, regardez. Donc, vous avez également un autre ici, un autre ici. Donc ici, ça montre que vous avez des couches qui forment, si vous voulez, une structure comme ça. Alors, on va regarder la coupe à ce niveau-là. Regardez, le tracé de coupe, il est là. Tracé de la coupe, c'est mal dessiné. Tracé de la coupe, de toute façon, c'est ça. Regardez également, ici, vous avez des signes de pendage. Ça veut dire que les couches ici sont pointées comme ça. Toutes ces couches-là sont pointées comme ça. Donc, déjà, je peux imaginer ma coupe géologique comme ça. Vous voyez? Les couches qui sont pointées comme ça. Donc, déjà ici, je peux dire que, bien sûr, il faut également regarder la légende, que j'ai une structure ici synclinale. Regardez ce terrain-là, c'est le terrain le plus récent. Terrain jaune, c'est le terrain le plus récent. Alors, ce que vous avez ici en point blanc, c'est le cœur ou bien la charnière de la structure. Sur le centre, la partie centrale, la charnière de la structure. Regardez ici le pondage. Donc déjà, comme je dis, le pondage peut vous aider à connaître la structure. Donc ici, vous avez une structure synclinale. Il y a une structure qui va faire ça. Pardon. C'est arqué, c'est concave vers le haut, bien sûr. Là, donc, la coupe, si on monte ici, j'ai refait la coupe, le tracé de coupe, si vous voulez, qu'on va voir au niveau de cette carte-là, ici. Voilà. Comme vous voyez, donc, il s'agit là d'une structure synclinale, avec le terrain jaune qui occupe le cœur de la structure. Les autres terrains, c'est le terrain ancien. Si on a mis les couleurs exceptionnellement pour pouvoir voir, bien voir si vous voulez. Mais pour vous, généralement, il faut mettre des figurés. Des figurés, c'est-à-dire des symboles, des figurés liturgiques. Une autre carte ici, comme vous voyez également, vous avez une succession de bandes ici, de terrains de différentes couleurs. Donc, automatiquement, vous avez une structure plissée avec la charnière ici, ou bien le cœur de la structure ici. Regardez, le cœur de la structure ici est occupé par ce terrain-là. Ce terrain de cette couleur-là. Alors, si on examine la coupe géologique le long de ce tracé-là, si on essaie donc de la dessiner, ici, je n'ai pas vu de signe de pondage, mais peut-être il y en a. Si vous cherchez, vous allez trouver peut-être.
Donc, regardez ce terrain-là. Également, il faut chercher au niveau de la légende. Si ce terrain-là, il est ancien, peut-être c'est un terrain ancien parce que ici, c'est pas clair, bordé par des terrains récents, de part et d'autre. Donc, ici, vous aurez affaire à une structure anticlinale. Il faut dessiner peut-être les terrains comme ça, hein, etc., etc. Il faut dessiner l'autre comme ça, etc., etc. Vous allez voir donc ici une structure anticlinale, ce que vous avez ici. Donc c'est très bien. Donc le C8A que vous voyez ici, C8A peut-être, si vous cherchez, vous allez trouver que c'est C8A, ce terrain-là. C'est le terrain le plus... c'est un terrain ancien, bordé par C8B, C9, etc., etc. Comme ça. Donc là, il s'agit donc d'une structure anticlinale. Quelques exemples donc de ces structures, de ces formes. Ici, vous avez une forme antiforme. Regardez, les couches ici sont plissées. C'est une forme donc convexe vers le haut. Convexe vers le haut. Alors, il s'agit d'un pli avec un plan axial vertical, comme ça. Donc, on peut parler d'un pli symétrique. On peut parler d'un pli droit. Vous avez une symétrie, plan axial droit. On peut parler donc d'un pli droit. La forme de la charnière également, si on utilise la forme de la charnière, on n'a pas parlé de ce critère-là. Et si on l'utilise, on peut dire que la forme elle est arrondie. L'angle d'ouverture, il s'agit d'un pli ouvert, si vous voulez. Ouvert. Tout en appliquant, si vous voulez, le critère de l'angle d'ouverture du pli. Donc ici, il s'agit d'un pli droit. Regardez ce pli également. Le plan axial passe par ces points-là. Il s'agit là également d'un plan axial droit. Le pli présente une symétrie, bien sûr. Donc, il ne peut être qu'un pli droit. Un pli droit, mais ici avec une charnière aiguë. Aiguë. Et un angle d'ouverture également aigu. Donc, c'est le même type de pli droit, mais avec l'angle d'ouverture différent et la forme de la charnière différente par rapport à cette photo-là, par rapport à la première photo. Mais il s'agit d'un pli droit dans les deux photos. Regardez cette photo-là. Pardon. Alors ici, on va considérer que vous avez, parce qu'ici, vous avez donc une forme synclinale, un petit anticlinal et un autre anticlinal ici et un synclinal ici. Mais on va considérer qu'on a une forme anticlinale ici. Tout ça, on va le considérer comme anticlinal, comme ça. Ici, synclinal. Alors, le plan axial ici, il passe par ici. Vous imaginez donc un plan axial comme ça. Regardez le pondage du plan axial, est compris entre 0 et 90 degrés. Donc, on peut avoir un pli déjeté, on peut avoir un pli en genou, on peut avoir un pli déversé, pli renversé, pli couché. Dans cette gamme, si vous voulez, de pondage de plan axial entre 0 et 90 degrés. Alors ici, on n'a pas de flanc inverse, on a le flanc normal et un autre flanc ici, qui est normal aussi, mais on n'a pas encore atteint le stade de flanc inverse. Donc ici, on est soit en présence d'un pli déjeté ou bien un pli en genou. Donc, pondage faible, pondage fort, très redressé ici. Donc, on peut parler d'un pli en genou. Un pli en genou ici. Ici,
Regardez cette photo. Donc, vous avez donc ici un pli anticlinal avec un plan axial qui passe par ici et qui est relativement horizontal, qui présente un pendage faible. Alors, dans ce cas-là, il faut penser à un pli couché. Un pli couché. Avec ici, vous avez un flanc normal. Ici, vous avez un flanc inverse. À ce niveau-là, par exemple, ou bien ici, vous avez un flanc inverse. C'est-à-dire les couches ici sont à l'envers. Le pendage des deux flancs, il est proche de 0. C'est-à-dire, on va mettre ici un signe de pendage plus. Ici, sur le flanc inverse et sur le flanc normal. Donc, il s'agit là d'un exemple de pli couché. Ici, sur cette photo, vous avez donc des plissements, des plis. Vous avez ici un pli anticlinal, ici synclinal. Alors, je reviens sur cette photo. Alors, le plan axial ici va passer par ici. Regardez, c'est un plan axial incliné. Incliné. Regardez le pendage des flancs, par exemple, ici. Donc, le pendage, je vais essayer de mettre le pendage comme ça. Ici également, le pendage comme ça, sur les deux flancs. Regardez le sens de pendage, donc on a le même sens de pendage. Donc, le pendage, il est comme ça, vers ce sens-là et vers ce sens-là. C'est le même sens du pendage sur les deux flancs. Donc, ici, on est en présence d'un flanc inverse. Donc, ici, peut-être c'est le flanc normal. Flanc normal. Ici, c'est le flanc inverse. Flanc inverse. Donc, si on a présence du flanc inverse, il faut penser donc à un pli déversé, un pli renversé, un pli couché. Donc, dans ce cas de figure, il ne peut s'agir que d'un pli déversé. Il n'est ni renversé ni couché. Donc, un pli déversé. Bien sûr, ici vous avez anticlinal, ici vous avez structure synclinale. Dans cette figure-là, vous avez une succession de plissements, mais ce qui nous intéresse, c'est ici, ce pli-là, qui forme un pli couché. Regardez le plan ici de la structure, il est horizontal. Le plan axial, bien sûr, surface axiale horizontale. Les flancs présentent des pendages faibles. Vous avez un flanc normal, un flanc inverse. Donc ici, on a un pli couché. Peut-être également en bas ici, il y a un autre pli couché. Donc c'est une sorte d'ondulation, donc pli couché avec un plan axial comme ça, et avec un flanc ici le flanc inverse, ici le flanc inverse. Les deux flancs, pardon, ici c'est le flanc inverse, ici c'est le flanc normal. Le flanc normal. Donc ici vous avez une succession d'ondulations dans l'espace qui présente donc, comme j'ai dit, un flanc normal ici pour cette structure-là, un flanc inverse. Ici, donc le flanc inverse, ici c'est le flanc normal. Les deux structures sont des plis couchés. Parfois, on peut avoir des types très particuliers, si vous voulez, de plis. Par exemple, ici, vous avez ici un pli en forme de U renversé. U à l'envers. C'est-à-dire, vous avez la lettre U comme ça. Alors ici,
On peut qualifier, si vous voulez, ce type de pli comme pli droit, parce que vous avez l'axe, ou bien le plan axial, il est comme ça vertical. Mais ici, les flancs sont très redressés et parallèles. Alors ici, on peut qualifier le pli d'un pli droit et isoclinal, si vous voulez. Souvenez-vous bien, quand on a parlé de l'ouverture, si vous voulez, l'angle d'ouverture des plis, on a défini le plan, on a défini, si vous voulez, le pli isoclinal quand l'angle d'ouverture est nul. Alors, par exemple, ici, on peut avoir un angle, si vous voulez, on peut voir qu'on a un angle, si vous voulez, d'ouverture qui est nul, parce que ici, les flancs sont parallèles. Et on peut donc parler d'un pli droit, symétrique également, et isoclinal. Si on vous demande de dessiner un pli droit et isoclinal, il faut dessiner comme ça. C'est-à-dire un pli avec un plan de symétrie, avec un plan axial, bien sûr, fosse axial vertical, et avec des flancs parallèles. C'est un pli en forme de U, en forme de la lettre U à l'envers. Voilà. Alors, sur cette photo, vous avez également une structure plissée. Regardez ici, les couches, comme ça, sont plissées. Mais ici, ils présentent une discontinuité. Regardez, si on suit par exemple cette couche-là, je vais la refaire avec un trait rouge. Donc voilà, par exemple, comme ça, il arrive ici, il s'arrête. Mais on la retrouve ici. On la retrouve ici, comme ça, comme ça. Alors ici, donc puisqu'il y a une discontinuité ici, donc il ne peut s'agir que d'une faille. C'est-à-dire à ce niveau-là, vous avez une faille qui a cassé le pli. Vous avez ici ce qui est indiqué par cette droite rouge. Donc vous avez une faille qui a affecté la structure plissée. Vous avez un pli comme ça, anticlinal, synclinal, mais cet anticlinal-là, regardez, il présente un flanc inverse faillé. Donc vous avez ici le flanc normal, par exemple, ici. Le flanc inverse ici, il est affecté par une faille. C'est pourquoi ici, donc, on peut parler d'une structure pli-faille. Une structure pli-faille. Exemple donc de structure pli-faille. Tout simplement, c'est un pli dont le flanc normal faillé, dont le flanc normal est affecté par une faille. Et on peut bien sûr mettre, si vous voulez, les flèches de déplacement des blocs. Donc ce bloc-là déplacé vers ce sens-là et monter celui-là vers ce sens-là. Après, donc ces exemples, si vous voulez, bien les critères géométriques de classification des plis, maintenant il faut qu'on passe à voir un petit peu les mécanismes de plissement, c'est-à-dire comment se font ces plissements, comment on peut obtenir donc ces différents types de plis. C'est ce qu'on appelle donc les mécanismes de plissement. Les mécanismes de plissement. Alors, le premier mécanisme qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le plissement par flexion. Plissement par flexion, alors, dans ce mécanisme-là, quand les couches ou bien les terrains se plissent, si vous voulez, par la flexion, l'épaisseur de la couche plissée reste constante avant et après plissement. C'est-à-dire avant et après déformation, les couches vont garder leur épaisseur constante. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de changement d'épaisseur des couches.
Alors, dans ce cas de mécanisme par flexion, il se forme des plis qu'on appelle des plis isopaques. Des plis isopaques. Alors, dès maintenant, quand vous entendez plis isopaques, ce sont donc des plis formés par le mécanisme de flexion, bien formés par flexion, et il faut s'attendre à trouver des couches avec la même épaisseur avant et après la déformation. Voilà, ce schéma-là illustre ce mécanisme donc par flexion. Regardez ici l'état initial. État initial, regardez les couches ici, la couche verte et la couche bleue. Couche ancienne, couche récente. Épaisseur 1, épaisseur 2. Les épaisseurs de couches avant la déformation, c'est-à-dire à l'état initial. Après déformation, regardez, on a toujours la couche verte en bas, la couche bleue en haut, et ces couches-là ont gardé leur épaisseur initiale, c'est-à-dire E1 pour la couche verte et E2 pour la couche bleue. La même épaisseur ici et ici. Donc il n'y a pas de changement d'épaisseur, même si les couches subissent une déformation. La déformation, c'est-à-dire qu'ils subissent la compression, comme c'est indiqué ici. Donc vous avez une compression. Ces couches à l'état initial horizontal vont donc former des plis, un pli anticlinal ici, suite donc à une compression, une contrainte ici qui engendre donc une compression des couches, mais les couches gardent leur épaisseur constante. Alors, c'est ce qu'on appelle ici les plis isopaques. Formation donc de plis isopaques, c'est ce que vous avez également ici. Donc vous avez l'état initial, plissement par flexion, état final donne plis isopaque. C'est ce qu'on appelle donc le mécanisme de plissement par flexion. Alors, je vous ai projeté ici une photo, mais qui n'est pas très bonne, hein. Pas de bonne qualité, mais il faut l'accepter, hein. Il faut choisir, parce que ce qu'on cherche ici, c'est que pour illustrer donc, ce mécanisme de plissement par flexion, c'est-à-dire en quelque sorte donc, le mécanisme par flexion, c'est tout simplement une réponse d'un matériau fragile à une compression. Un matériau fragile, c'est-à-dire plus ou moins dur. Alors chaque couche conserve son épaisseur et déformée en se cassant et en glissant sur les autres couches. C'est-à-dire ici, comme j'ai dit, le mécanisme de par flexion et la formation des plis isopaques, c'est tout simplement une réponse d'un matériau relativement dur, c'est-à-dire fragile ou bien dur, à une compression, à une déformation compressive. Alors, dans ce cas de figure, pour avoir la conservation des épaisseurs des couches constantes, avant et après la déformation, ces couches-là, ils vont se casser en quelques endroits et ils vont subir le glissement des couches les unes sur les autres, au niveau des flancs. Car on ne peut pas déformer les couches s'il n'y a pas de fracture ou bien de cassure. C'est-à-dire on ne peut pas déformer, bien tordre ou bien former un pli dans une couche tout en gardant son épaisseur constante si on ne fait pas intervenir, si vous voulez, des fractures ou bien des cassures au niveau des flancs ou bien au niveau de la charnière et un glissement des bancs les unes sur les autres. Regardez ici, j'ai fait ça exprès, regardez les limites ici. Vous avez les mêmes limites
Mais quand on a déformé ces couches-là tout en gardant l'épaisseur constante, il va y avoir ici un glissement des couches. Cette couche-là, elle est glissée sur celle-là pour garder l'épaisseur constante. Et il peut y avoir également, comme j'ai dit, des fractures. C'est-à-dire les fractures-là, ils vont compenser, si vous voulez, l'intensité de la déformation pour ne pas déformer la couche, pour ne pas peut-être diminuer ou bien augmenter l'épaisseur de la couche. C'est-à-dire pour qu'on puisse maintenir l'épaisseur constante des couches. Ce que vous avez ici, mais comme j'ai dit, la photo n'est pas de bonne qualité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plissement par flexion et pli isopaque, c'est tout simplement une réponse de matériaux, bien de roches relativement durs, fragiles, à une compression. Pour avoir cet exemple donc de pli isopaque, il faut tout simplement s'attendre à trouver, associé à ces plis, des fractures, bien des cassures et des glissements de banc sur banc. Sinon, s'il n'y a pas de cassure, s'il n'y a pas de fracture, de glissement de banc sur banc, surtout le glissement des bancs sur banc, on ne peut pas déformer, bien tordre des couches sans qu'il y ait changement donc des épaisseurs. Et c'est un autre mécanisme de plissement qui va nous donner ça. On va le voir par la suite. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, les plissements par flexion, c'est des plis, donnent, si vous voulez, des plis isopaques, ce qu'on appelle des plis isopaques. Voilà donc ici une belle photo qui montre ça. Regardez ce pli qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est un pli droit avec, si vous voulez, une ouverture très très faible et une charnière aiguë, si vous voulez. Alors, si on examine l'épaisseur des couches ici, regardez l'épaisseur des couches tout au long du pli, si vous voulez, il est constante. Les couches présentent la même épaisseur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'épaisseur. Ici, ce n'est pas très clair, mais surtout ici. Si on suit donc ces couches-là, donc on va voir que l'épaisseur elle est constante. Alors, il s'agit là d'un pli isopaque. Puisqu'il s'agit d'un pli isopaque, donc le mécanisme de plissement, c'est un mécanisme par flexion. C'est-à-dire, il s'agit là d'un plissement par flexion. Alors, on a dit, pour avoir donc ce pli, c'est-à-dire la formation d'un pli isopaque, il faut absolument que le mécanisme de plissement s'accompagne de fractures, de fissures, de cassures et de glissements de banc sur banc. Alors, les fractures, vous les avez ici. Tous ces remplissages-là, tous ces traits blancs, c'est des remplissages de calcite. Et parfois même, ces cassures-là peuvent correspondre à ce qu'on avait déjà vu quand on a vu la tectonique cassante, via la déformation discontinue, pardon. C'est ce qui peut correspondre à des fentes de tension. Des fentes de tension, c'est des ouvertures, c'est des fissures, c'est des cassures au niveau donc des bancs pour faciliter leur déformation sans déformer la couche elle-même, c'est-à-dire sans faire varier l'épaisseur de la couche. Donc, voilà ici des exemples de fractures, bien de cassures dans les couches. Ces couches-là également, pour garder leur épaisseur constante et se déformer en même temps pour donner des plis, ils peuvent subir des glissements des bancs sur bancs. C'est-à-dire, un banc peut glisser sur l'autre, etc., pour garder la même épaisseur. On a donc ici un exemple de pli isopaque.
Mais il faut faire attention. Donc, vous êtes en présence d'un pli isopaque, mécanisme de flexion, mécanisme par flexion, pardon, et il faut faire attention parce que, selon le mode de la flexion, la déformation peut se concentrer dans le flanc ou dans la charnière. C'est-à-dire, quand on a un mécanisme de plissement par flexion, il faut faire attention, on peut avoir deux types de plis opaques, c'est-à-dire deux types de produits, selon le lieu de concentration de la déformation. C'est-à-dire, elle peut se concentrer, la déformation la plus importante, on peut l'avoir au niveau du flanc, comme on peut l'avoir au niveau de la charnière. Alors, dans ce cas-là, on peut avoir deux cas qui se présentent, c'est-à-dire on peut avoir des plis isopaques à déformation des flancs et des plis isopaques à déformation de la charnière. Mais tous les deux, ce sont des plis isopaques. Alors, ces deux situations se traduisent par des distributions différentes de la déformation et peuvent être reconnues par la localisation et l'orientation des structures ou microstructures associées. Donc, vous avez ici, dans ce mécanisme de flexion, et selon le mode de la flexion, donc la déformation, si vous voulez, il peut être, c'est-à-dire l'intensité de la déformation peut être différente au niveau des flancs et au niveau de la charnière. Alors, pour reconnaître, si vous voulez, cette distribution différente de la déformation, il suffit donc de regarder les structures et les microstructures associées. Comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, on peut avoir des fonds de tension qui vont être associés à cette déformation. C'est-à-dire, en quelque sorte, vous avez une association de la déformation, ou bien de la tectonique ductile, les structures de la tectonique ductile avec les structures de la tectonique cassante. Donc, les structures et les microstructures. Glissement de banc sur banc, par exemple, s'il y avait un glissement, il faut s'attendre à trouver les stries de glissement, comme on a vu pour les failles. C'est-à-dire sur les flancs du pli, si vous avez un glissement des couches les unes sur les autres, il faut s'attendre à trouver des stries de glissement sur les flancs. Vous attendre à trouver des diaclases, des fissures, des fonds de tension, parfois même des failles, des microfailles. Microfailles normales, par exemple, microfailles inverses, etc., etc. Donc voilà, à partir d'ici, il faut mettre dans la tête que selon les mécanismes donc plissement, on peut avoir associé à la structure plissée des structures de la tectonique cassante, des structures ou bien des microstructures. Microstructures, c'est-à-dire des structures de petite taille, comme des microstylolithes, comme pas des micros, mais des failles des fonds de tension de petite taille. En général, les fonds de tension sont de petite taille, ils ne dépassent pas quelques centimètres en général. Mais pour les stylolithes, la même chose, ou bien on peut avoir des microstylolithes aussi, on peut avoir des failles de petite taille, failles inverses, failles normales, etc., etc. Accompagnées à cette structure plissée. C'est ça ce qu'on veut dire par donc c'est la distribution de la déformation, bien des différentes déformations. Pour les reconnaître ou bien pour les localiser et les orienter, il faut faire appel aux structures et aux microstructures associées à cette déformation. Alors, je vais voir ces exemples donc de plis isopaques par flexion à déformation des flancs et par flexion à déformation de la charnière. Le premier exemple, c'est les plis par flexion à déformation des flancs. Alors, regardez ici,
vous avez la couche à l'état initial. Ici, on tirait l'état initial avant déformation. Mais quand la couche subit donc une contrainte compressive, si vous voulez, une déformation compressive, donc il va y avoir des forces qui vont s'exercer sur les flancs et des forces qui vont s'exercer sur la charnière. Alors, ici, on est dans le cas de déformation des flancs. Alors ici, sur ce schéma-là, ces disques noirs, on a utilisé ces disques noirs-là pour vous montrer là où est localisée la déformation. Regardez, les disques noirs ici ne sont pas déformés. Regardez également ici, ne sont pas déformés. C'est-à-dire au niveau des charnières, les disques ici ne sont pas déformés. Il n'y a pas de déformation importante ici, au niveau de la charnière. Je vais vous mettre ça en rouge. Donc ici, il n'y a pas de déformation importante. Ici également. Et ici également. Par contre, si vous regardez ici, au niveau des flancs, regardez les disques noirs, ils sont transformés en ellipses. Donc ici, il y a une déformation importante. C'est-à-dire, il s'agit là d'un pli isopaque, mais à déformation des flancs. Parce que ici, l'épaisseur des couches est constante, mais l'intérieur, regardez, des flancs, ici, est déformé. Et peut même être associé à des structures cassantes, bien des microstructures cassantes, telles que des diaclases, telles que des fissures, telles que des fentes de tension, etc. Les flèches également ici, regardez, indiquent un glissement des bancs les uns sur les autres. Alors, puisqu'ici vous avez un glissement des bancs les uns sur les autres, il faut s'attendre ici à la surface des flancs de trouver des stries de glissement, peut-être. Alors, c'est ce qu'on a schématisé ici en 3 dimensions. Regardez ici le pli, il s'agit d'un pli isopaque à déformation de flanc. La charnière, elle n'est pas déformée ou bien elle est faiblement déformée. Les flèches également ici indiquent, c'est-à-dire une contrainte ici très importante par rapport ici aux contraintes ici. Regardez, les contraintes sont opposées et de même intensité. Donc ici, il n'y a pas une grande déformation. Ici, non. Vous avez une contrainte très importante qui pousse comme ça. Et par conséquent, il faut s'attendre à trouver ici avoir ici une déformation. Ici, non. C'est l'exemple donc de pli par flexion et déformation des flancs. Maintenant, pli par flexion et déformation de la charnière. C'est le contraire de ce qu'on a vu ici. Ici, la contrainte la plus importante, vous avez ici l'état initial d'abord, cette couche avec des tirés. Et vous avez la couche ici après déformation. La contrainte maximale ici, elle est concentrée au niveau de la charnière. Les contraintes donc faibles et opposées ici, on les trouve au niveau des flancs. C'est-à-dire ici, si vous avez cette contrainte comme ça, et une autre contrainte comme ça, donc deux contraintes opposées, c'est comme s'il y a une compensation. Donc il ne faut pas s'attendre à trouver une déformation ici. Ici, au contraire, vous avez une seule contrainte très importante qui affecte la charnière. Il pousse la charnière, par exemple, vers le haut, et il faut s'attendre à trouver une déformation ici. Voilà donc le résultat qu'on a dans ce cas donc de déformation de la charnière. Regardez au niveau des flancs ici, les disques ont gardé leur forme. C'est-à-dire il n'y a pas un très grand changement bientôt. Ils ne sont pas très déformés.
sont faiblement déformés, alors qu'ici, regardez, les disques ici sont devenus ellipses. Ils ont subi donc une très, très importante déformation. Alors, dans ce cas de déformation, déformation de charnière, on peut distinguer ou bien on peut voir une ligne ici en tiré, je matérialisais ici en tiré rouge, ce qu'on appelle une surface médiane ou bien la surface neutre. Surface médiane ou bien la surface neutre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette surface neutre ou bien surface médiane? Alors, quand on regarde ici la déformation, comme j'ai dit, elle affecte surtout la charnière. Alors, puisqu'il affecte la charnière, alors il faut s'attendre à trouver ici, vers l'extérieur, ici, ce qu'on va appeler l'extrado du pli, on va l'appeler tout à l'heure après l'extrado. Alors, au niveau de cette partie externe du pli, généralement, on va voir une extension. Une extension ici, c'est-à-dire une ouverture, ou bien, c'est pas une ouverture, mais un étirement. Un étirement. Extension, bien étirement. C'est-à-dire, autrement dit, si vous aurez des structures, bien des microstructures cassantes ici, qui vont être associées à cette déformation-là, il faut s'attendre à trouver donc des microstructures de l'extension, bien qui expriment un étirement ici, tel que les fonds de tension, tel que les failles normales, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette partie-là, il va y avoir une extension bien étirement. Mais dans la partie interne ici, dans cette partie-là, interne, il faut s'attendre à trouver des microstructures liées à une compression. Et on va voir une compression ici. Alors, la ligne neutre ou bien ou bien la surface médiane, c'est tout simplement la surface qui sépare. C'est une surface, hein, parce que ici, c'est la coupe du pli en profil, donc on peut voir une seule ligne, mais en perspective, comme vous voyez ici, il s'agit d'une surface médiane neutre. C'est une surface qu'on trouve, bien qui limite, si vous voulez, le domaine d'extension dans un pli et le domaine de compression. Ici, par exemple, en perspective, vous avez donc cette ligne-là. Il forme donc la limite entre le domaine de structure d'étirement, ici, et le domaine de structure compressive. C'est-à-dire, en bas de la ligne, ici, il faut s'attendre à trouver donc, des structures ou bien des microstructures liées à la compression. Et en haut, ici, il faut s'attendre à trouver des microstructures liées à l'extension ou bien à l'étirement. Et ici, le long de la ligne, ou bien de la surface, il n'y a rien. Il s'agit d'une surface neutre. Il n'y a rien. Il n'y a ni structure liée à l'extension, ni structure liée à la compression. Voilà donc ce qu'on appelle la surface médiane ou bien la surface neutre. Vous avez donc, comme vous voyez, vous avez ici donc le pli en perspective, en 3 dimensions, c'est-à-dire le pli isopaque à déformation de charnière. Déformation de la charnière ici. Voilà donc les deux exemples, si vous voulez, de mécanismes par flexion, déformation des flancs et déformation de la charnière. Alors ici, c'est ce qu'on vient donc d'expliquer. Quand vous avez donc des couches de même nature l'écologique,
La flexion est généralement suivie du phénomène de glissement de banc sur banc. Et vous aurez des décollements de couches, des glissements, toujours donc de plis opaques, mais aussi de plis parallèles. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Regardez ici, vous avez donc une pile de strates. Quand tu subis donc un plissement par flexion, c'est-à-dire l'épaisseur initiale est égale à l'épaisseur finale, donc une épaisseur constante, pour répondre, pour avoir cette structure-là, il faut absolument que la déformation s'accompagne de fractures, ce que vous avez ici, de fractures, de fissures, etc. Et il faut également qu'il y ait un glissement de banc sur banc, ici. Glissement dans les flancs, surtout au niveau des flancs. Hein. Glissement des bancs, surtout au niveau des flancs, mais au niveau des charnières, il faut s'attendre. Au niveau des charnières, au niveau du flanc également, il faut s'attendre à trouver donc des structures cassantes. Des structures cassantes. C'est la même chose ici. Donc, dans ce cas-là, vous avez donc un glissement des ponts sur banc, ici et ici. La même photo que je vous ai montrée tout à l'heure avec des fentes ici et un mécanisme de glissement par flexion. Et on peut dire ici avec déformation de la charnière si vous voulez. Donc on va s'arrêter ici. Et on continue la prochaine fois. Bien, donc, est-ce que vous avez des questions sur ça? Je vais vous donner quelques minutes. Monsieur, Oui. je n'ai pas bien compris comment on peut déterminer un plan inverse à partir des pontages. Vous n'avez pas compris comment? Tu répètes la question, s'il vous plaît? Comment on peut déterminer un flanc inverse à partir des pontages? Flanc inverse à partir des pondages. Oui, monsieur. Vous arrivez à voir ce que j'ai projeté? Vous voyez ce que j'ai projeté? Oui, monsieur. Regardez ici. À partir d'ici, vous avez l'existence d'un flanc inverse. D'accord? Alors, on détermine la présence d'un flanc inverse quand vous avez les sens de pondage des flancs sont dans le même sens. Regardez ici. Même sens de pondage, même sens de pondage. Ils n'ont pas de sens opposés, comme ici, comme ici, comme ici. Quand vous avez des sens de pondage des flancs dans le même sens, c'est-à-dire les flancs pendent dans le même sens, il faut penser à un flanc inverse. Il faut penser à un flanc inverse. Parce qu'on ne peut pas voir un pli autre que, si vous voulez, autre qu'un pli qui présente un flanc inverse si les pendages sont dans le même sens. Est-ce que vous comprenez? Monsieur,
Et donc, on a pour les structures anticlinales, on a toujours des flancs normaux, car les sens de pondage sont de sens opposés. Non, non, s'il vous plaît. Il ne faut pas confondre les formes avec les types de plis. Vous avez deux principales formes. Vous avez anticlinal, synclinal. C'est-à-dire un anticlinal, il peut être droit, il peut être déjeté, il peut être déversé, il peut être couché même. La même chose pour un synclinal. Un synclinal également, il peut être droit, il peut être déjeté, il peut être, etc. D'accord? Donc les types de plis, c'est à part. Mais les formes restent toujours des formes. Anticlinal, synclinal. Est-ce que vous avez compris? Oui, je remercie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions avant de se quitter? Et n'oubliez pas donc que la semaine d'après, vous aurez l'examen, mais l'examen portera uniquement sur la première partie, si vous voulez, du semestre. C'est-à-dire portera sur tout ce qu'on a vu en ce qui concerne, si vous voulez, le comportement mécanique des roches,